Là pour vous faire un cours. On est là pour discuter un peu. Donc je m'appelle Xavier Hérault, j'ai 37 ans. Je suis journaliste depuis 17 ans. J'ai fait l'essentiel de ma carrière professionnelle dans la presse gay ou LGBT. LGBT c'est lesbienne, gay, bi-trans. Donc les hommes, les femmes, etc. J'ai commencé, j'ai une licence d'information, communication, option journalisme d'un institut universitaire professionnalisé de Bordeaux. Je suis monté à Paris en 2000 pour mon premier boulot qui était au magazine Tétu. Le magazine Tétu, c'était le plus grand magazine gay français. Donc j'y suis resté pendant plusieurs années. Après, je suis parti avec d'anciens collègues. J'ai monté plus ou moins un concurrent sur le web qui s'appelait YAG. Ça a duré pendant presque une dizaine d'années. On s'est arrêté à la fin de l'année dernière. Et aujourd'hui, je travaille pour une entreprise américaine qui fait à la fois de la rencontre et du contenu sur les questions gays. Et j'écris pour la partie française de cette entreprise-là. Comme Pauline vous le disait, j'ai été militant ACT UP entre 2000 et 2005. Donc c'est pas tout à fait la période qui est évoquée dans 120 battements par minute, c'est quelques années après. 120 battements par minute, ça se passe aux alentours de 93-94. Donc moi c'était 6-7 ans après. La grosse différence est que en 1996, il y a eu l'arrivée des trithérapies, ce qui a fait que les gens tombaient comme des mouches. À partir de ce moment-là, les gens ont arrêté de mourir, donc il y a eu d'autres problématiques qui se sont posées. Moi, les problématiques sur lesquelles je travaillais, c'était que c'est vrai qu'il y avait des traitements, mais ils étaient super lourds. Il y avait d'énormes effets secondaires, les gens étaient émaciés, il y avait des effets secondaires neurologiques, donc les gens faisaient des cauchemars atroces, etc. Et les médecins leur disaient, soyez déjà bien contents, vous ne mourrez plus, arrêtez de nous emmerder. Je sois grossier. Si, on a le droit de dire un peu des mots. Voilà. Donc on a bossé sur ces questions-là et on a bossé aussi en parallèle sur une autre question qui est que si les médicaments étaient super chers, donc les pays occidentaux, parce qu'on a des systèmes de sécu sociale, les produits étaient remboursés. Par contre, dans les pays, ce qu'on appelait les pays du Sud, les pays africains, notamment, les médicaments, les laboratoires pharmaceutiques imposaient les mêmes prix, ce qui était de l'ordre de quelques milliers d'euros par mois pour un médicament, et il fallait en prendre je ne sais combien. Donc on travaillait beaucoup à ACT UP sur ce qu'on appelait les questions Nord-Sud, c'est-à-dire qu'on travaillait avec les associations africaines, notamment, pour les aider à faire du lobby sur les laboratoires pharmaceutiques, pour qu'ils baissent leur prix, pour qu'ils autorisent ce qu'on appelle les médicaments génériques. Donc on travaillait sur toutes ces questions-là. J'ai été vice-président d'ACT UP, ce qui ne veut pas dire grand-chose parce qu'on n'était pas énormément, donc on prenait, les volontaires étaient tout de suite à des postes de responsabilité. J'ai vu, et bien évidemment, le film. Je suis impatient de connaître votre avis. Le film est assez réaliste. Moi, ce qui m'a frappé, j'avais fait un reportage sur le tournage. Notamment, il y a toutes ces scènes de réunions publiques, ce qu'ils appellent la RH, la réunion hebdomadaire. Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé sur le lieu du tournage, c'est à quel point c'était réaliste. En fait, c'était vraiment super impressionnant. Même les détails, il y avait par exemple un type qui vendait toujours des barres chocolatées au premier rang. Je ne sais pas si on le remarque dans le film, mais en tout cas, il est là. Il y a les petits documents qui sont distribués, la manière dont on écrit sur le tableau. Et ce qui était assez marrant, c'est que les acteurs, même entre deux prises, reproduisaient un peu les comportements des militants. C'est-à-dire qu'il y en a qui dormaient, il y en a qui fumaient leur clope et qui discutaient, qui refaisaient le monde à l'entrée. Certains n'étaient pas passionnés par le sujet actuel, parlaient. Les gens s'engueulaient. Enfin voilà, le film est assez réaliste de ce point de vue-là. Le personnage principal qui meurt à la fin, pardon, je sais qu'il y en a qui n'ont peut-être pas vu en entier. En même temps, c'est le cinéma, qui était inspiré d'un ancien président d'ACT UP qui s'appelait Klaus Welle, qui est mort effectivement en 1994. Je connais bien aussi le personnage de Thibaut, qui est le président de l'association, qui est assez insupportable. Il est aussi insupportable dans la vie. Voire un peu plus. Ah, merci Philippe. Je l'aime beaucoup quand même. Et voilà, un certain nombre de personnages comme ça. Et je l'ai vu notamment avec un de mes collègues et amis qui, lui, a bien vécu à cette époque-là, qui me disait ça s'est vraiment passé, ça un peu moins. Il y a des choses plus ou moins réalistes. Mais quand même, si le film, en tout cas, retrace pas l'histoire de personnes exactement, il est assez réaliste dans
la manière dont il décrit le fonctionnement d'ACT UP et un peu ce qui se passait à cette époque-là dans cette épidémie. Le VIH, c'est à peu près 30 millions de morts. En France, il y en a eu 55 000, dont 35 000 gays. Je crois que vous avez bossé un peu sur le VIH, juste pour revenir un peu dessus. Les premiers cas ont été observés en 1981 à San Francisco. On a observé une multiplication de cancers assez rares chez des homosexuels, et ça a soulevé en tout cas, ça a soulevé l'attention de certaines personnes, mais les pouvoirs publics n'ont pas fait grand-chose, parce qu'on disait que le sida au début touchait ce qu'on appelait les 4 H, c'est-à-dire héroïnomanes, homosexuels, haïtiens et hémophiles. Alors, pour les pouvoirs publics américains, notamment aux États-Unis, c'était Ronald Reagan, président très conservateur. Donc autant dire que pour lui, héroïnomane, il détestait les toxicos, donc voilà. Homosexuel, les homos, non, on s'en fout un peu. Haïtien, c'était noir, c'était des personnes noires, donc c'était un pouvoir très très blanc. Donc voilà, ils se sont dit, ces gens-là, on va laisser faire, et puis ça fera un peu de ménage, etc. Si l'épidémie, et ça c'est un des postulats de base en plus de la création d'ACT UP, si l'épidémie de sida s'est développée à ce point-là, c'est justement parce qu'il y a eu des responsables politiques qui, confrontés à cette épidémie-là, se sont dit, vu les publics que ça touche, on va pas faire grand-chose. Alors c'est vrai qu'il y avait les hémophiles, on était un peu embêtés en disant, eux ils n'ont pas trop cherché, contrairement aux autres, soi-disant. Peut-être que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire hémophile. Hémophile, c'est une maladie qui fait que quand vous saignez, le sang ne coagule pas et vous continuez à perdre votre sang. Donc il y a besoin de transfusion régulièrement, et notamment ce qui s'est passé en France notamment, c'est que il y avait des poches de sang qui étaient contaminées par le VIH. Et à un moment donné, le gouvernement français s'est dit, puisque le test est arrivé au milieu des années 80, premier cas en 81, le test est arrivé au milieu des années 80, donc il y avait des poches de sang qui étaient un peu suspectes, et le gouvernement français s'est dit, allez, on va les écouler, et puis on verra bien ce qui se passe après. Donc évidemment, ça a fait beaucoup de victimes. Il y a eu un procès très retentissant au début des années 90, notamment le Premier ministre de l'époque, s'appelait Laurent Fabius, a été accusé, la ministre de la Santé, un autre ministre, je ne sais plus quel était son rôle. Voilà, la plupart des ministres ont été acquittés, et certains, avec une peine très 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 légère. Et il y avait eu cette formule assez célèbre d'une des ministres, qui s'appelait Georgina Dufoy, qui s'estimait responsable, mais pas coupable. Un concept qu'elle a inventé. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse sur les hémophiles. Donc les gouvernements, Reagan, je crois qu'il a mis 7 ou 8 ans à prononcer le mot de sida. En France, c'était François Mitterrand, pareil, je crois qu'il était président à partir de 1981 jusqu'en 1995, il a dû parler du VIH genre en 92. Et voilà, ACT UP s'est créé en 1987 à New York. En fait, ce qui a lancé la création d'ACT UP, c'est l'observation du fondateur, qui s'appelait Larry Kramer, il est toujours vivant. Il trouvait que les associations de lutte contre le VIH qui existaient étaient trop gentilles, trop timorées. Pour lui, c'était une maladie justement qui était politique, et il fallait lutter contre ça, tandis que les associations étaient beaucoup dans la prise en charge des malades. Voilà, on prenait soin des malades, on s'occupait d'eux, et on allait un peu dans le sens du poil pour les médecins, les laboratoires pharmaceutiques. On disait, il ne faut pas trop choquer, il ne faut pas demander trop fortement, il faut discuter, mais voilà. Ce qu'ont observé un certain nombre de militants, c'est que la discussion sans fin, on se fait mener en bateau, ça ne sert à rien. Donc parfois, il faut taper un peu du poing sur la table. Et c'est ça qui a mené à la création d'ACT UP en 1987 à New York. Quelques Français, dont Didier Lestrade, étaient à New York à la fin des années 80, et ils ont voulu créer la même chose en France en 1989. Donc voilà. Moi, j'ai quitté ACT UP en 2005. Voilà, l'association continue. Il n'y a plus qu'une poignée de militants parce qu'il n'y a plus tellement d'urgence, en fait. C'est vrai que quand ACT UP s'est lancé, les gens mouraient. Enfin, vraiment, des gens de 20 ans mouraient par dizaines de milliers. S'il y avait vraiment un truc d'urgence qui faisait que tout le monde se sentait concerné. Maintenant, le VIH, c'est devenu quand même sur des questions plus techniques. Même en Afrique, maintenant, il commence à y avoir des programmes de prévention qui sont lancés. Toujours, il y a genre 1 million de morts chaque année. C'est quand même pas du tout négligeable, et 600 000 nouvelles contaminations, mais voilà, l'épidémie est devenue un tout petit peu plus gérable. En tout
cas, ce qui a changé ACT UP principalement dans l'épidémie de VIH, et ça l'a même changé pour les autres maladies, c'est que, en fait, les malades en avaient marre de se faire mener en bateau par les médecins, par les laboratoires pharmaceutiques. Donc ils se sont dit, on va bosser des sujets et on va aller se confronter directement aux médecins et aux politiques, etc. Et ce qu'ils ont fait, et ils ont vu que ça marchait, moi-même ça m'est arrivé, c'est ça qui m'a séduit quand je suis allé voir ACT UP, c'est que j'ai vu qu'un simple militant qui débarque peut commencer à bosser son sujet et se retrouver face à un politique et avoir tout de suite comment dire, et avoir du poids en fait. Il suffit juste de travailler et de faire les choses. Et ce qu'on a observé avec ACT UP, c'est que vous vous retrouviez souvent face à des gens de l'administration qui vous disaient « Ah oui, mais là on ne peut pas faire ça parce que c'est compliqué. Ah oui, telle personne va être expulsée, mais elle est malade, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi française. » Et sauf que quand on arrivait, qu'on débarquait dans leur bureau, qu'on renversait tout, ou qu'on mettait du faux sang sur la façade du ministère de la Santé, comme par miracle, ce qui était impossible il y a 5 minutes était devenu possible. Voilà, donc les gens reprochaient beaucoup à ACT UP des actions coup de poing. ACT UP discutait avant, mais c'est juste qu'à un moment donné où quand on s'apercevait que la discussion ne menait plus à rien, on passait à la phase suivante. Et bizarrement, la phase suivante, voilà, un bon coup de gueule, une bonne action, tout de suite les choses, par miracle, se débloquent. Ce qui est intéressant avec le film 120 battements par minute, c'est que du coup tout le monde se retrouve à dire « Ah, ACT UP c'est formidable, machin ». Moi quand j'y étais, et je sais que les militants qui y étaient dans les années 90, donc ceux qu'on voit, ACT UP se faisait insulter de tous les bords. Mon collègue, le collègue avec qui j'ai créé YAG, avec qui je travaille toujours, notamment est célèbre parce que lors d'un site d'action en 96, il s'est énervé à la télé, et sur le cas, il parlait du cas d'une jeune femme qui s'appelait Marie-Louise, je me souviens, qui était originaire d'un pays africain, je ne sais plus lequel, et qui allait être expulsée chez elle, qui était malade, sans traitement, et qui était en prison. Et les traitements en prison étaient donnés de manière assez parcimonieuse, et il s'est énervé face à un ministre, et il a dit « C'est quoi ce pays de merde ?» Voilà, et il est resté un peu célèbre, et tout le monde lui est tombé dessus en disant « Comment osez-vous insulter la France ?» etc. Sauf que lui, il disait ben, « Regardez ce que la France fait, enfin, pourquoi ne pas être, comment ne pas être en colère ?» Donc voilà, mais bon, maintenant ACT UP, grâce au film, est revenu un peu en odeur de sainteté. On trouve que ACT UP est formidable, tant mieux, après tout. Voilà. Pour juste finir un tout petit peu sur mon exposé entre guillemets, et après on pourra discuter. Vous savez tous que le mariage pour tous, ou en tout cas je pense que la plupart d'entre vous, a été passé il y a maintenant 4 ans en France. En fait, c'est l'épidémie de sida qui a conduit à l'évolution des droits homosexuels. Si vous voulez, dans les années 80, ce qu'on a observé, c'est que quand, par exemple, deux garçons vivaient ensemble, qu'il y en a un qui mourait, s'ils vivaient dans le même appartement, que l'appartement était au nom de celui qui était décédé, en général, le deuxième était très très vite dégagé par la famille. Et ça, c'est arrivé à des nombres de fois très importants. Pareil, quand vous alliez voir votre compagnon à l'hôpital, des médecins vous disaient vous êtes qui? Non, vous n'êtes pas de la famille, donc vous n'avez rien à faire là, vous ne pouvez pas voir votre ami. Donc il y a eu beaucoup de drames comme ça, et ce qui ont conduit les associations à se dire peut-être qu'il faudrait commencer à faire évoluer la législation, et c'est ce qui a conduit progressivement au PACS, qui était une espèce de mariage, mais un petit peu en version édulcorée, qui a été voté en 1999. Donc c'est vraiment un héritage un peu de la lutte contre le sida. Et ensuite, le mariage, ce qui s'est passé, c'est que, je vais vraiment simplifier, mais au début des années 2000, il y a eu une série d'agressions homophobes, c'est-à-dire que des gays ont été agressés, il y a un garçon qui a été, sur qui on a versé de l'essence et une allumette, qui a été brûlé vif, il y a quelqu'un qui a été... Enfin voilà, plusieurs agressions en ville, et les associations se sont dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que ces choses-là s'arrêtent? Et elles se sont dit, déjà, la première chose, ce serait déjà que la loi nous reconnaisse comme égaux aux autres. Nous, on estime qu'être homosexuel, c'est la même chose qu'être hétérosexuel, à part la petite différence d'orientation sexuelle. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les mêmes droits. Et les mêmes droits, c'est entre autres le mariage. C'était pas beaucoup, on disait, pourquoi vous voulez le mariage? Mais c'était pas une question de mariage, etc. C'était vraiment une question d'égalité. Comme c'était les droits qui étaient refusés aux homosexuels, on dit, puisque les hétérosexuels peuvent bénéficier de ce droit-là, les homosexuels doivent en bénéficier. Et à partir du moment où, déjà, rien que l'État vous dit vous êtes égaux,
on peut commencer à faire le travail et à travailler d'éducation dans toute la société, voilà, pour lutter contre les préjugés, pour expliquer un peu ce que c'est, etc. Voilà, mais première étape, c'était le mariage pour tous. Le vote du mariage pour tous, ça a été une épopée, en tout cas, moi, je l'ai bien vécu. On a eu 6 mois assez difficiles, il y a eu plein de manifestations qui étaient assez difficiles à vivre, en tout cas en tant que gay. Mais voilà, ça a été voté le 23 avril 2013. J'étais à l'Assemblée nationale, c'était vraiment super émouvant. Et voilà, on va finir là-dessus. Et je sais pas, si vous avez des questions, est-ce qu'on peut parler du film? Est-ce que vous avez aimé le film déjà? Ça va maintenant? Non. Alors la plupart, moi en tout cas des militants que je connais ont beaucoup aimé le film, ont trouvé ça très émouvant, ça a été même assez dur de se replonger dans une époque, c'était quand même une époque où on a du mal à s'imaginer ça nous, mais vous perdiez la plupart de vos amis. C'est-à-dire que voilà, les amis, un jour ils allaient bien, 2 semaines après ils commençaient à maigrir, etc. Et 3 mois après ils étaient morts. Ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'était vraiment une époque super difficile. Donc beaucoup ont été heureux de voir que voilà, une espèce d'hommage était rendu à Act Up. Certains n'ont pas aimé parce que, en fait, notamment les amis du personnage principal, qui s'appelle Sean, celui qui meurt à la fin. En fait, le personnage de Sean, autant dans son caractère, la manière dont il était, cette espèce de douceur, de fragilité, ce personnage un peu frêle, mais qui est très fort, c'est respecté, autant son histoire a été, notamment l'histoire d'amour avec l'autre garçon, c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Donc ces amis-là ont senti que le personnage avait été un peu trahi. Qu'il y a un certain nombre de choses qui avaient été changées dans l'histoire, où ils avaient estimé que certains militants, puisque le réalisateur et le producteur étaient d'anciens militants à Act Up, ils ont estimé qu'ils avaient un peu réécrit l'histoire à leur profit, et voilà, en édulcorant un petit peu certaines choses. Donc voilà, pour ces raisons-là, mais sur des raisons très personnelles, ça n'a pas plu. Mais la plupart, en tout cas de ceux que je connais, ont été évidemment très émouvants. D'autres qui ont aimé ou qui n'ont pas aimé? Ouais. En sortant de la séance, j'ai pas trop ressenti je trouvais pas très marqué le fait que ce soit dans le passé. Ah ouais. Et, je trouvais que le film montrait un combat actuel. Et vu que j'étais beaucoup au courant que le combat actuel n'était plus exactement celui-là, ça m'a un peu perturbée. Et après, c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me suis souvenu de détails dans le film qui montraient que c'était dans le passé. Mais c'est vrai qu'il y a un décalage, je trouve, à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas spécialement daté, et le fonctionnement d'Act Up est plus ou moins toujours le même. C'est vrai que c'est beaucoup, avec toutes les scènes de réunion publique, ça c'est un fonctionnement, moi je l'ai vu fonctionner quelques années après, un fonctionnement qui a perduré. C'est vrai que du coup, le fait que les gens meurent, vous voyez ce jeune homme qui arrive et qui très peu de temps après meurt, ça c'est vraiment typique des années 90. Ouais. En sortant avec Julie, on s'est posé la question de pourquoi ils n'ont pas parlé du traitement PrEP à la fin, par exemple. Parce que c'est une réalité aujourd'hui, et moi j'étais par exemple pas du tout au courant. Et je trouverais que c'est important d'en parler parce qu'il est hyper accessible et que ça peut quand même nous sauver les fesses, quoi. Ouais, alors la PrEP, pour ceux qui ne savent pas, j'imagine que c'est beaucoup d'entre vous, la PrEP c'est un traitement préventif. En fait, on utilise l'une des molécules qui sont utilisées pour traiter le VIH. Au lieu de le prendre une fois qu'on est contaminé, on le prend avant un rapport sexuel. Alors soit vous prenez tous les jours, soit les 24 heures avant un rapport sexuel, puis 24 heures après, etc. C'est compliqué. On n'en parle pas dans le film parce que le film se situe au début des années 90 et la PrEP a été mise en place l'an dernier. Ça n'existait pas à l'époque. C'était plutôt dans le sens où ce film-là avait une grosse action politique et a permis une grosse visibilité. Il a été vraiment encensé pendant les médias et j'ai adoré et je suis super contente que ce soit le cas. Mais du coup, profiter de cette portée-là et de cette visibilité-là, peut-être pour en parler aujourd'hui, ça pourrait être important. Parler des progrès, surtout que l'homosexualité c'est toujours un tabou, la sexualité des personnes homosexuelles c'est toujours un tabou. Et du coup, ces informations-là n'arrivent pas, je pense, jusqu'à nous. Ouais, je trouve que la sexualité, pas que pour les homosexuels, c'est un peu tabou. Je trouve que la contraception, tous les problématiques. Pour les hétéros, c'est pas toujours simple non plus. D'une part, par exemple, c'est un peu ce que je fais, ce qu'on fait là. À chaque fois, il y a énormément d'avant-premières, où à chaque fois des militants d'Act Up sont venus, etc., pour parler de ces choses-là. Après, il y a aussi beaucoup de gens, je me souviens maintenant, qui n'ont pas aimé le film parce qu'ils auraient voulu justement qu'il aborde tous les sujets. C'est un film, c'est daté à une époque.
quand il y a des conversations en dehors, justement le réalisateur essaie, ou les militants qui viennent défendre le film, essaient d'évoquer toutes ces questions-là et l'actualité. Mais c'est vrai que le film, c'est vraiment un truc d'époque daté, donc on ne peut pas tout faire bien. Et la réalité aujourd'hui du sida en France, est-ce que je crois avoir lu que c'était en augmentation et que depuis l'année dernière, je crois que Paris s'est engagé avec les autres capitales d'Europe à justement vraiment en finir avec le sida et ça en est où maintenant? Alors, la réalité du sida, il y a beaucoup moins de morts, hein, c'est quelques centaines de personnes qui meurent chaque année par opposition à des milliers au début des années 90. Mais je connais quelqu'un de 32 ans qui est mort il y a 1 ou 2 ans. Il y a 6000 nouvelles contaminations par an. La moitié concerne des homosexuels, alors que les homosexuels ne sont pas la moitié de la population. Ça veut dire qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Ensuite, comme tu dis, il y a la PrEP, ce traitement préventif, parce que certains sont rétifs à n'aiment pas forcément utiliser de préservatif ou ne le mettent pas à chaque fois, donc il y a cette solution-là qui plaît mieux. Certains préfèrent prendre un traitement préventif plutôt que d'utiliser le préservatif. Donc ça rajoute un peu une corde à l'arc de prévention, si on va par là. Effectivement, la ville de Paris s'engage à... autre chose, ce dont on s'est aperçu, c'est que maintenant les personnes traitées, les médicaments sont suffisamment puissants pour... Même les séropositifs qui sont bien traités, qui prennent bien leur traitement, ils ne transmettent plus le VIH. Ça, c'est un gros... c'est vraiment un truc très important. Et en fait, ce qui a été lancé, c'est vraiment un objectif. Je vais essayer de m'en souvenir, c'est 3 fois 90. Il faudrait que 90% des séropositifs soient traités, que 90% des personnes se fassent dépister, et le 90%, je ne sais plus. En tout cas, voilà, faire en sorte qu'on booste la prévention, les traitements, pour que, du coup, on se retrouve, si voilà, les personnes séropositives sont traitées, elles ne peuvent plus contaminer. Si les personnes séronégatives se protègent, on arrive à quelque chose qui fait que l'épidémie diminue. C'est ce qui est un programme qui a été mis en place à San Francisco et on commence à voir les effets. Effectivement, à San Francisco, l'épidémie commence un peu à baisser. C'est encore un peu tôt pour retirer de grosses conclusions là-dessus, mais ça semble marcher. Et donc Paris s'engage un peu dans cette direction-là. C'était la première fois que j'avais jamais vu de film en fait, qui traitait vraiment du sida et du coup, on nous avait dit, je sais pas que avant c'était comme ça et que c'était beaucoup moins... c'était beaucoup plus tabou que ça l'est aujourd'hui. Donc là, ça mettait des images là-dessus. Pour moi, c'était intéressant. C'est la première fois que j'avais l'occasion de voir ça. Et justement, par rapport à cette question de prévention, la question que le film a soulevée, pour moi, c'est que nous, aujourd'hui, on nous parle de prévention, on nous parle de préservatif pour homosexuels comme hétérosexuels. Depuis toujours, en fait. C'est quelque chose dont on nous parle au collège, dont on nous parle au lycée. C'est quelque chose qui est vraiment récurrent. Et dans le film, justement, il y a cette scène où les militants viennent dans un lycée et distribuent des préservatifs et justement se font refouler complètement par les élèves du lycée. Comment elle s'est passée cette transition? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui ça nous semble tout à fait normal de mettre des préservatifs alors que il y a 20 ans c'était quelque chose de complètement stigmatisé et complètement rejeté par les jeunes? Alors déjà, je vous parlais des choses qui ont existé, qui n'ont pas existé. Je crois que ce type d'action n'a jamais existé. Act Up n'est jamais, à ma connaissance, allé faire de la prévention un peu de force comme ça dans un lycée. La scène est super par ailleurs, donc ça fait du bon cinéma, mais c'est pas la réalité. Ce qui s'est passé, c'est que, comme ce que je vous disais au début, les politiques étaient réticents à parler de sida parce que ça concernait les homosexuels, et donc en fait, ils étaient réticents à parler de préservatifs. Il a fallu attendre la fin des années 80 pour que une ministre la ministre de la Santé de l'époque, qui était de droite par ailleurs, donc c'était pas forcément le plus évident, parle de préservatifs à la télé et commence à mettre en place des campagnes. Et ensuite, les campagnes qu'il y avait pour inciter à mettre des préservatifs, c'était quand même très, très abstrait. C'était le préservatif vous souhaite de bonnes vacances, ce genre de choses-là. Donc voilà, en manière explicative, concrète, on fait mieux. Voilà, donc il y avait un tabou sur le préservatif, tout simplement parce que les politiques avaient du mal à parler de sexualité, parce que si ils allaient parler de sexualité, ils allaient devoir parler d'homosexualité, et ça les embêtait beaucoup. Donc c'est ça qui a fait que ça a été
vraiment, l'épidémie a été une épidémie politique, parce que un certain nombre de responsables n'ont pas voulu transgresser un certain nombre de choses et ont préféré regarder les gens mourir plutôt que d'aller à la télé et de parler d'homosexualité ou de préservatif, plutôt ils ont préféré ça plutôt que éventuellement perdre des voix auprès de leurs électeurs. On va dire simplement. Ouais. Et c'est-à-dire, c'est à cause des homosexuels que le sida existe, Non, pourquoi tu dis ça? Non, c'est une question. Ah non, non, je ne sais pas à cause. À vrai dire, si tu veux, si on cherche, déjà je ne suis pas sûr que ce soit intéressant de trouver les causes, mais les causes, ça viendrait plutôt d'un virus du chimpanzé. Ce serait plutôt un chimpanzé qui aurait mordu un humain dans un pays d'Afrique centrale, je crois, et c'est comme ça qu'ensuite les choses se seraient transmises. Et il se trouve que, si tu veux, très vite, tu vois, ça n'a pas... Pourquoi je sais pas... Enfin, ça a touché plus que des homosexuels. Tu vois, par exemple, c'est vrai que dans les pays occidentaux, en France, aux États-Unis, c'est une épidémie qui, effectivement, a touché en majorité des homosexuels, même si d'autres étaient touchés. Par contre, dans les pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, ce sont des hétéros qui sont majoritairement touchés. En France, les populations migrantes sont aussi beaucoup touchées. Donc c'est justement ça ce préjugé-là qui a fait qu'on a tardé à réagir contre l'épidémie, parce qu'on dit, bon, c'est un truc de gay, on s'en fout. Voilà. Mais c'est pas que les homosexuels, parce que, ne serait-ce que parce que les choses sont pas forcément aussi simples que ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des hommes qui vont coucher avec des hommes, mais certains vont rentrer chez eux le soir et avoir des rapports sexuels avec leurs femmes, tu vois, par exemple. C'est ça qui pose problème, notamment. Comment ? Ah, ben ça, après, si tu veux, quand tu soignes une épidémie, il faut partir de ce que les gens font vraiment. Tu vois, il ne faut pas te dire, tiens, les choses sont blanches ou noires, donc les gens vont agir comme ça, il y a les homosexuels d'un côté et les hétérosexuels de l'autre. Par exemple, quand on traite de l'épidémie, ils parlent en fait de hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, HSH. C'est un truc un peu bizarre, mais ça correspond à une réalité, parce que si tu veux, quand tu vas voir le type de personnes dont je te parle, c'est-à-dire que voilà, des hommes qui vont coucher avec d'autres hommes, mais qui par ailleurs sont mariés avec une femme et font même une double vie comme ça, si tu leur dis les homosexuels mettez des préservatifs, eux ils s'en foutent, ils se sentent pas homosexuels. Ça, c'est les bis. Ils peuvent se dire bisexuels, certains vont même se dire bah non mais je suis hétéro, c'est juste que je m'amuse un peu à côté. Tu vois, donc c'est ça qui est compliqué. Il faut prendre en compte tout un truc de tout un champ de. Il faut prendre en compte ce qui se fait vraiment, tu vois. Et plus loin, si tu veux, par exemple par là, je ne vais pas trop me lancer sur l'aspect religieux, mais tu vois, tu as eu le pape. Qui a eu une attitude dans les années 80, il arrivait en Afrique et il disait aux gens « Ah oui, mais contre le sida, en fait, il faut vous abstenir. Ne mettez pas de préservatif, mais abstenez-vous. » Les gens, ils ont des relations sexuelles quand même, ils aiment bien le pape, tu vois, mais les gens ont quand même des relations sexuelles. Et ce qu'on s'en percevait, c'est que, tu vois, c'est la réalité. Donc voilà, en disant aux gens ne mettez pas de préservatif, du coup on ne faisait pas l'éducation, on n'expliquait pas pourquoi il fallait mettre des préservatifs, on ne favorisait pas l'accès aux préservatifs. Donc les gens, ils avaient quand même des relations sexuelles, mais ils se contaminaient. Parce qu'on n'avait pas, on restait dans une posture un peu morale, etc. Alors, on ne prenait pas en compte la réalité des faits. C'est une question peut-être un peu simple, mais il y a une nuance entre être malade et être séropositif. Oui. Enfin, je ne sais pas exactement ce que c'est. Oui, alors en fait, il y a une nuance entre ce qu'on appelle le VIH, qui est le virus, et le sida. En fait, le VIH, c'est un virus qui en fait détruit le système immunitaire. Le système immunitaire, j'ai vraiment pas fait d'études de médecine, mais c'est le système qui, grosso modo, c'est le système de votre corps qui sert à se défendre contre les maladies. Et quand ce système-là est affaibli, du coup, tout ce qui passe peut vous tuer. Un simple rhume, alors que voilà, quand vous êtes en forme, votre système immunitaire est bon, vous avez un rhume, votre système immunitaire réagit, détruit le rhume, et vous allez mieux. Le VIH affaiblit ce système-là, et quand une maladie grave, qu'on a appelée les maladies opportunistes, se déclare, on dit justement que vous êtes entré en stade sida,
SIDA, c'est-à-dire que votre système immunitaire est grosso modo à plat. Et c'est pour ça, et en fait, c'est développé, notamment chez les personnes qui avaient un système immunitaire à plat, des cancers assez rares, qu'on appelait sarcome de Kaposi, notamment qui vous faisaient des grosses taches, des grosses plaies sur le corps. Et voilà, c'est la différence entre VIH et SIDA, c'est ça. On peut être séropositif et aller très bien, beaucoup font très bien. Par contre, quand vous êtes en stade SIDA, c'est qu'il y a une maladie qui est déclarée, et là, les choses sont tout de suite plus compliquées. Aussi, ce que j'ai apprécié dans le film, c'est qu'on parle les personnages parlent beaucoup des actions auprès des personnes en prison et des prostituées notamment, et des toxicomanes. Et sauf qu'on en parle, mais on voit pas trop les actions qui sont menées pour eux. Du coup, je voulais savoir, est-ce que du coup les militants d'ACT UP allaient voir des prostituées pour leur donner des préservatifs et essayer de faire un peu de prévention, ou comment ça se passait concrètement? Qu'est-ce qui se passait vraiment? Alors ça, justement, le personnage principal du film, Sean, son alter ego réel, Cluse, c'est la personne qui, à ACT UP, a apporté ce changement-là. C'est-à-dire qu'ACT UP, au début, se préoccupait quasiment que des questions gays. Voilà, lutter sur les homosexuels. Cluse est venu, il a dit non, mais le VIH, ça ne touche pas que nous. Il y a aussi tout un tas de populations, les prostituées, les toxicos, qui, même si les gays ont commencé à être mieux considérés, les prostituées et les toxicomanes, eux, ça reste toujours considéré comme la vie de la société. Donc s'ils se contaminent et s'ils meurent, tout le monde s'en fout. Ou les prisonniers. Tu vois, donc Cluse Vela a apporté ça à ACT UP. C'est-à-dire, il a dit non, c'est une épidémie, on est tous des minorités, on est tous discriminés pour les mêmes raisons, on nous laisse tous mourir pour les mêmes raisons, donc on va commencer à faire des choses. Donc c'était du... alors est-ce qu'ACT UP allait distribuer des préservatifs? Pas trop, je crois, auprès des prostituées, mais on bossait avec des associations qui le faisaient. Il y avait des associations spécialisées là-dedans. Pareil sur les toxicomanies, on bossait avec des associations qui étaient là-dessus. Sur les prisons, il y a eu quelques actions. On a pu aller interpeller des ministres, on a pu faire des actions sur ce sujet-là. Donc voilà, c'était plus les modes d'action d'ACT UP qui étaient adaptés à ce genre de thématique, en bossant avec les associations concernées. Et aujourd'hui, ACT UP bosse toujours sur ces thématiques-là. Et aujourd'hui, du coup, la réalité du sida en prison et auprès des prostituées, c'est quoi? Je ne suis pas assez au fait des trucs, mais ce que je peux vous dire, c'est que plus on réprime les gens, en général, plus le VIH se développe. Donc les prostituées, avec toutes les lois qu'il y a eu sous Nicolas Sarkozy de répression, en disant « cachez-vous, il ne faut pas faire ce qu'on appelait pas de racolage dans la rue », plus les gens se cachent, plus c'est difficile en fait d'aller, pour les associations, d'aller les voir en disant voilà des préservatifs, voilà un numéro pour vous soigner, voilà. Donc, plus on précarise les gens, plus on les laisse se débrouiller tout seuls, plus le VIH se développe. Donc, et les prisonniers, plus vous êtes dans des prisons surpeuplées, moins il y a des gens qui peuvent s'occuper de vous, etc. Enfin voilà, c'est des conditions... les conditions pour ces populations ne sont pas bonnes, donc je ne connais pas les chiffres du VIH pour ces populations précises, mais je pense qu'ils ne sont pas très bons. Et du coup, dans le film, on voit que le jeune, je ne sais plus son prénom, non, avec sa maman, on voit qu'il est hémophile en fait, c'est ça? Oui, ça, le jeune et sa maman sont des vraies personnes aussi. Ils s'appelaient Joël et Ludovic Boucher. Ils sont rentrés à ACT UP pour justement travailler sur le procès du sang contaminé, dont je vous parlais, qui a eu lieu en 91, je crois. Et voilà, lui, Ludovic était hémophile, il a été contaminé comme ça. Voilà, parce que du coup, en fait, c'est ça, ACT UP, c'était une majorité de LGBT, je pense. Mais est-ce qu'il y avait aussi du coup, des prostituées, des toxicos, des hémophiles, ou c'était quand même beaucoup LGBT? Hémophile, non, je crois que Ludovic Boucher était plus ou moins le seul. Des prostituées femmes ou trans, assez peu. Non, c'était vraiment une majorité de gays, quelques lesbiennes, quelques femmes hétéros. À mon époque, j'ai connu 2 ou 3 garçons hétéros qui étaient là aussi, mais c'était vraiment pas la majorité. Donc voilà, c'était quand même une majorité de gays. Aujourd'hui encore? Aujourd'hui encore, ouais. Des piles de dossiers, enfin on sent que comme rien n'est transparent, que c'est vraiment le début de l'épidémie, on voit que eux font le travail sans avoir fait d'études de médecine et qui déchiffrent quand même des choses très très complexes, et je trouvais ça intéressant du point de vue de ce que c'est d'être militant, parce que à ACT UP, j'ai l'impression, et tu me coupes si je dis des bêtises, que c'était un travail quasi à plein temps de devoir se documenter énormément, avec j'imagine en plus des choses qui devaient arriver en anglais ou dans d'autres langues,
Et c'est ça aussi qui est très respectable, c'est l'énorme travail de documentation pour pouvoir être à la hauteur des interlocuteurs de l'époque. Ouais, ça, j'ai un peu commencé à en parler tout à l'heure, c'est vraiment un truc que ACT UP a changé. C'est-à-dire que, jusqu'ici, c'est même toujours un peu le cas maintenant, vous aviez les médecins qui vous disaient « prenez votre traitement et taisez-vous, c'est moi l'expert, voilà, faites ce que je vous dis ». ACT UP s'est dit « non, je ne vois pas pourquoi on prendrait des traitements qui en plus les traitements de l'époque… » Il y a eu des traitements progressifs en fait qui sont arrivés à partir de la fin des années 80, mais ils traitaient très mal, ils faisaient pas… En fait, l'arrivée de ce qu'on appelait les trithérapies, c'est que justement il y en a eu 3 et qu'on les a combinés. C'est ça qui a marché, mais avant il n'y en avait pas 3, il y en avait 1 puis 2, et quand on les faisait marcher séparément, ça avait peut-être des effets pendant quelques temps, mais ça, grosso modo, ça vous soignait pas. Donc les malades se sont dit non, on veut être partie prenante de la décision, on veut bien prendre des médicaments, mais on veut savoir ce qu'on prend, et on veut savoir pourquoi on le prend, combien ça coûte, combien on est remboursé, et voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé, même pour beaucoup d'autres maladies. On s'est dit, le médecin ne doit pas être tout puissant. Les malades, quand on est malade, on a aussi droit à faire partie de la décision, à savoir ce qu'on prend. Donc ça, c'était vraiment l'apport, je pense, même majeur d'ACT UP dans l'absolu, à la lutte contre le VIH et même pour le reste. Mais oui, moi aussi, je n'étais pas spécialiste des traitements, moi j'étais plus sur la prévention, mais ouais, on se compulsait des trucs, on était tous devenus quasiment experts des médicaments, de plein de choses, quoi. Là, c'est juste la curiosité. Dans le film, on voit 2 enterrements politiques. Est-ce que ça se passe vraiment? Enfin, est-ce que ça se passe vraiment? Est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Alors, ça s'est vraiment passé comme ça, absolument. Notamment, le personnage principal, donc celui dans la vraie vie, Clouse Velay, c'était sa volonté. Et en fait, il a été, que je me souvienne ce qui s'est passé, donc moi évidemment j'étais pas là à l'époque, mais il a été transporté, son cercueil avait été entreposé au centre gay et lesbien, il a été transporté du centre gay et lesbien au Père-Lachaise, apporté comme ça. Et voilà, et avec une manif derrière. Donc ça, c'était un type d'enterrement politique, ce qui n'est pas tout à fait légal d'ailleurs, mais ACT UP s'était arrangé un peu avec la préfecture. Donc ça a été des choses. Et ensuite, si tu parles de la partie verser des cendres, ensuite, des cendres de Clouse Velay ont été, c'est ce qu'on voit dans le film, ont été balancées sur un congrès d'assureurs, sur les petits fours, etc. Ils ont continué à manger, par ailleurs. Voilà. Ça, c'est pour vous dire à quel point ces gens étaient sympathiques. Donc, il y a eu ça s'est vraiment passé. Il y a eu plusieurs fois où des militants ont demandé que leur centre soit dispersé lors d'actions. Moi, j'avais une question sur le déni des militants, des homosexuels, ce qu'on voit dans le film, et ce que raconte aussi le premier dirigeant d'ACT UP. C'est que une des premières difficultés d'ACT UP, ça a été de parler du sida aux homosexuels eux-mêmes et que beaucoup d'homosexuels ne voulaient pas en entendre parler. Est-ce que tu peux raconter un peu cette période où, dans le film, on voit des colleurs d'affiches et 2 homosexuels qui disent « foutez-nous la paix, laissez-nous vivre ». Et c'était un peu aussi « laissez-nous mourir ». Alors je voudrais que tu reviennes un peu sur ça, quoi. Ouais. Vous avez étudié le livre de Didier Lestrade, je vous encourage à ne pas prendre ça comme parole d'évangile. Je l'ai lu et je connais Didier Lestrade maintenant. Il a une version toujours très personnelle des choses. Voilà, c'est un point de vue très fort. La réalité est parfois un peu plus complexe, en tout cas il y a d'autres points de vue. Sur ce côté, en fait, c'est tout simplement qu'au moment où arrive l'épidémie de VIH, en fait, chez les homosexuels, avec toute la libération sexuelle de la fin des années 60 et des années 70, les homosexuels commencent à se sentir bien, il y a des associations qui se créent, les gens font la fête, ils sortent, il y a tout un tas de choses, et tout de suite ce truc leur tombe dessus, et en fait ils ont... le peu que disaient les pouvoirs publics, c'était arrêter d'avoir des relations sexuelles, c'était des choses très, très dures, et au début on a même appelé, tu parlais de préjugés sur les homosexuels, on a appelé ça au début le cancer gay. Donc voilà, les gens se sont dit, c'est un truc où on commençait juste à aller bien, et on nous fout un truc sur la gueule pour nous faire taire, et pour qu'on retourne se planquer, qu'on retourne se cacher. Donc voilà, quand ce truc-là est arrivé,
les gens ont du mal à réaliser aussi l'ampleur du truc. Enfin, c'est difficilement imaginable. Ce virus qui vous touche, qui se transmet par voie sexuelle comme ça, que vos amis tombent petit à petit, on a du mal à réaliser que c'est réel. Et justement parce que les pouvoirs publics ne faisaient pas leur travail, n'allaient pas voir les gens, ne faisaient pas de campagne pour éduquer les gens en disant le VIH c'est comme ça se transmet comme ça, vous devriez faire attention, etc. Les gens étaient un peu dans l'inconnu, donc quand vous avez un truc comme ça et on vous dit tout à coup changez vos comportements, faites quelque chose, faites ceci, faites cela, sinon vous allez mourir. Alors, je trouve que beaucoup de gens se sont dit attendez, c'est quoi ce bâtard, me dis pas ce que j'ai à faire, je continue ma vie comme je l'entends. Donc voilà, il y a eu un petit temps de déni si on veut, mais c'est juste que le déni, s'il y a eu un travail d'éducation derrière, il n'y aurait pas eu peut-être ce déni-là. Certains ont utilisé ça, on dira bah oui, même les homosexuels, ils n'ont pas voulu y croire au début, c'est un peu de leur faute si ça s'est propagé. Pas vraiment, quand il y a une épidémie qui recharge, c'est a priori plutôt à l'État de commencer à réagir et le pouvoir public, et notamment sur les questions de santé, de réagir et de commencer à traiter une épidémie. Non, c'est pas que les gays. Pourquoi on a dit que les gays parce que ça a arrangé les gens, parce que les gays ont été très touchés au début. Ça s'est vraiment passé. Les premiers cas qui ont été observés, c'était chez les gays, effectivement, aux États-Unis. C'était les cas les plus frappants. Après, il y a eu beaucoup de cas en dehors. Les gens aussi ne disaient pas que c'était le sida, ils disaient mort d'un cancer ou des choses comme ça. Donc, ont voulu en faire une maladie gay. Certains disaient c'est un châtiment divin, tu vois, pour l'homosexualité. Donc beaucoup de gens ont voulu en faire ça, ont voulu en faire une maladie gay. Après, les années passant, avec la réalité, on a vu qu'il n'y avait pas que les gays qui étaient touchés, évidemment, puisque les modes de transmission, c'est voie sexuelle, par voie sanguine, donc pour les toxicomanes qui ne sont pas forcément gays. Voilà, chez les hétérosexuels aussi, donc ça s'est développé. Mais au début, effectivement, ça a été perçu comme quelque chose de gay. J'ai aussi entendu dire que les enfants qui naissaient de personnes contaminées étaient eux-mêmes gays au départ, étaient eux-mêmes atteints du sida. Et du coup, je voulais savoir si c'était toujours d'actualité ou s'ils avaient trouvé un moyen d'empêcher la propagation du virus. Alors oui, effectivement, quand vous êtes une femme, que vous êtes séropositive, vous donnez naissance à un enfant qui est séropositif aussi. Sauf que depuis assez longtemps maintenant, ça date pas c'est pas des adolescents, ça fait plus d'une dizaine d'années. En fait, il y a un médicament que les femmes enceintes peuvent prendre qui font que l'enfant naît sans être malade. Voilà. Donc ça, c'est si les femmes enceintes savent qu'elles sont séropositives, elles sont dépistées, etc. Il y a un médicament qui fait que l'enfant peut naître séronégatif sans aucun problème. Okay. Mais voilà, quand je parlais du sida en Afrique notamment, bah c'était ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes hétérosexuelles qui étaient touchées, et comme les médicaments n'étaient pas disponibles, ou étaient trop chers, bah quand on donnait naissance à des enfants, bah les enfants étaient touchés eux aussi, et puis voilà, c'est comme ça qu'une épidémie a 17 ans. Moi, il me semble que là, alors je ne suis pas du tout spécialiste et j'ai vu ça comme d'autres articles dans la presse, même si c'est très important, mais il me semble qu'il y a eu quand même des choses observées encourageantes du point de vue de l'évolution du virus, puisque tu m'arrêtes encore une fois si je dis des bêtises, c'est très possible, qu'on avait observé que chez des séropositifs, après plusieurs années de traitement, on n'observait plus la même prégnance du virus. Donc il pouvait devenir inactif. C'est même pas après plusieurs années, c'est que dès que vous êtes traité un peu régulièrement pendant je sais pas combien de temps il faut, mais dès que vous êtes bien traité, en fait, vous êtes ce qu'on appelle indétectable, la charge du virus dans votre sang. Et j'ai aussi lu des choses qui disaient que par rapport au volet préventif, il y avait peut-être une recrudescence de contamination due à des pratiques sexuelles non protégées, ou peut-être on faisait peut-être moins attention et qu'il y avait des vigilances à avoir sur des pratiques ouvertement risquées. Est-ce que, encore une fois, c'est un article dans Libération, un peu relayé, mais est-ce que toi, tu as l'impression que sur le plan de la prévention, il y avait un relâchement, ou en tout cas sur le plan des comportements, en fait, tout simplement? Il y a forcément un petit peu. Après, les contaminations en France sont relativement stables. On les mesure depuis une petite dizaine d'années. C'est toujours autour de 6 000 quelque chose, donc ça, c'est assez stable. Après, on voit que dans certaines populations, effectivement,
Le sida peut être en augmentation, ça peut être un peu chez les gays et chez, par exemple, les populations migrantes. En Ile-de-France, c'est très fort. Le département de Guyane, par exemple, c'est très très fort aussi. Il y a plein de raisons qui expliquent ça. C'est que, bon, quand on vous dit de mettre le préservatif pendant 20, 30 ans, etc., au bout d'un moment, les gens en ont un peu marre. Et c'est pour ça que la PrEP, voilà, le fait d'avoir un traitement préventif vient un peu compléter ça. Voilà, c'est une offre un peu différente pour les gens qui en ont marre du préservatif et qui n'ont pas envie de le mettre, de se faire. Donc voilà, chez certaines populations, effectivement, c'est vrai. Après, ce qu'on voit, c'est que les gens qui ne se protègent pas, c'est pas parce qu'ils n'ont jamais entendu « mettez un préservatif », parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, j'imagine, l'ont entendu. On voit que les gens qui se contaminent souvent le font parce qu'ils ont ce qu'on appelle une faible estime d'eux-mêmes. C'est-à-dire que prendre un préservatif, ça veut dire que pendant l'acte sexuel, vous allez prendre soin de vous ou de votre partenaire. C'est un geste un peu de santé, un peu un geste d'avenir, c'est-à-dire que vous faites attention à ce que vous faites. Pour les gays, ou je pense même pour les migrants, tous les jours on vous dit que vous ne valez pas grand-chose, etc. Les gens, ils n'ont pas une très bonne estime d'eux-mêmes. S'ils n'ont pas une très bonne estime d'eux-mêmes, ils se disent à quoi bon me protéger, tu vois. Enfin, je schématise un peu, mais c'est vraiment ça. Le VIH, les comportements de contamination, voilà, c'est pas. Il y a le défaut d'information, et il y a aussi le fait que les gens, voilà, l'homophobie ou le racisme, etc., sont vraiment des vecteurs très importants, même les plus importants de lutte contre l'épidémie. Ouais. C'est pour ça que voilà, l'épidémie s'est développée en Afrique. Pareil, pourquoi ? Parce que si elle avait touché autant d'hétérosexuels aux États-Unis, il y a longtemps que l'épidémie serait terminée. Mais c'était de populations noires, donc les pays occidentaux se sont dit, puis se débrouillent avec leur sida, et puis voilà. Donc voilà. Je voulais revenir sur les RH, les réunions hebdomadaires qu'on voit beaucoup dans le film. On voit ce genre de réunion quand il y a un mouvement social, mais ça dure très peu de temps, ça dure quelques semaines en général. Là, ça a duré longtemps. Dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que ça vient des États-Unis, et je voulais un peu savoir ce que tu savais sur... c'est spontané, enfin ça paraît spontané, mais forcément ça a été bien décidé, il y a eu cette volonté qu'il y ait ces réunions qui ont apparemment duré plusieurs années. Et je voulais que tu en parles un peu de tout ça, parce que ça paraît naturel, mais forcément c'est pas naturel. Ça a été décidé de dire que chaque semaine des nouveaux pouvaient arriver, que dès qu'ils arrivaient ils avaient le droit de vote comme tout le monde. Enfin, c'était quand même quelque chose de très particulier et peut-être nouveau. Enfin, j'aimerais bien que tu parles un peu de ça. Ok. Oui, effectivement, c'est comme ça que fonctionnait Act Up New York. Le fonctionnement, c'est que l'ordre du jour est fixé, il y a un petit, on va dire, pour faire simple, un conseil d'administration de, je sais pas, une dizaine de personnes qui fixe un peu l'ordre du jour, ce dont on va discuter lors de la réunion hebdomadaire, donc, qui avait lieu, quand moi j'y étais, tous les mardis dans l'amphithéâtre des Beaux-Arts dans le 6e. Chaque temps de parole, il y a un interlocuteur, chaque sujet, il y a un temps de parole aussi qui est indiqué. Tu as toujours une ou deux personnes qu'on appelle les facilitateurs qui sont chargés de faire respecter les temps de parole et d'organiser les débats. C'est-à-dire que les gens qui veulent réagir lèvent le doigt, ils sont notés sur une liste et puis comme ça les facilitateurs distribuent ensuite la parole. C'est une organisation assez stricte. Évidemment, ça déborde toujours, mais voilà, cette organisation assez stricte permettait d'avoir une espèce d'efficacité dans les débats, c'est-à-dire qu'on avait un sujet qu'on traitait, s'il y avait un vote, on faisait le vote, tout le monde, effectivement, tous les participants qui venaient, même ceux qui venaient pour la première fois, avaient la même voix que le président de la SOS, etc. Et voilà, c'était une espèce de démocratie assez encadrée, mais qui permettait d'impliquer tout le groupe, toute l'association, et éventuellement, puisque c'était ouvert au public, toute la communauté, tous ceux et toutes celles qui le désiraient, pouvaient venir en RH, s'exprimer, parler sur tel ou tel sujet, et voter ensuite. Voilà, c'était vraiment une manière d'impliquer, je crois, tout le monde, en fait, là-dedans. Je ne sais pas ce que je peux te dire de plus. Voilà, on avait un langage codé, avec des gestes. Pour applaudir, on claquait des doigts pour pas que ça perturbe trop. Quand on faisait ça, quand le temps de parole était trop long. Ça pour dire je ne veux plus prendre la parole. Voilà, il y a tout un tas de gestes
faisait un peu partie du folklore. Quand vous étiez chez ACT UP, quelle action coup de poing avez-vous participé? Alors, que je me souvienne, vous voyez qui est Christine Boutin? Tu vois pas? C'est une politicienne en fait qui est ultra catholique et qui s'est fait connaître en luttant contre les homos. C'est-à-dire que contre le Pax en 1999, c'est elle qui était à fond et qui a organisé des manifestations. Elle a été ministre, etc. Et donc elle est très très, très catholique. Et, voilà. Et en fait, il se trouve qu'en 2002, elle s'est lancée à l'élection présidentielle. Et avec ACT UP, en fait, on a été ce qu'on voulait faire. Et comme je vous disais, pour nous, l'homophobie, c'est vraiment un facteur très important de propagation du VIH. Et on est allé, c'était, je sais plus, je crois à la Villette. Et on avait un complice en fait à l'intérieur de la salle qui nous avait prévenu et qui nous a laissé entrer la veille dans la salle. Et en fait, quand Christine Boutin a commencé à prendre la parole pour son grand meeting d'élection présidentielle, elle a une banderole de 10 mètres qui s'est déroulée derrière elle avec marqué homophobe. Ça, c'est une chose. Et elle a dit devant l'assistance, et en fait, pour y aller, on s'était déguisé en catho. En ultra catho, je ne veux pas enfoncer les six élèves qui sont catholiques ici, c'était vraiment en ce que nous on percevait comme des gens un peu bourgeois, un peu catho, donc on ressemble à rien. Hein. Mais en tout cas, on avait vu que dans le public, c'était quand même un public assez tendancieux dans le genre, on chantait des chants un peu racistes avant d'y aller, enfin c'était un public pas très sympa. Et donc quand elle a vu la banderole se déployer derrière elle a dit qu'elle le veuille ou non, les personnes homosexuelles, je les aime. Le public était ouais, non. Et on a tous les gardiens qui nous sont tombés dessus, et voilà, on s'est fait un peu bousculer, mais on venait avec des militants d'extrême gauche qui étaient très costauds, etc., qui nous ont un peu défendus. Donc ça c'est une chose. Je me souviens, à une époque, l'ambassade d'Arabie Saoudite a fait exécuter 3 homosexuels, ils ont été décapités. Donc on est allé recouvrir de faux sang l'ambassade d'Arabie Saoudite, on a été en prison. N'importe qui peut être arrêté pour ce qu'on appelle une vérification d'identité, c'est-à-dire qu'on vous garde pour aucune raison, hein, je pense que ça arrive à beaucoup de gens, pour aucune raison, on va vérifier votre identité, donc on vous met dans une petite cellule pendant 4 heures, etc. Donc ça arrivait souvent. Il y a eu une campagne de prévention qui avait été censurée par le Premier ministre de l'époque, qui s'appelait Lionel Jospin en 2001 je crois. Il y a une campagne de prévention, c'était justement sur les gays, et s'adressait aux gays, et on voyait vaguement une relation sexuelle, mais cryptée à la manière comme Canal+ cryptait ses films pornographiques à l'époque, c'est-à-dire on ne voyait rien, grosso modo. Et le Premier ministre avait dit l'État n'a pas à se mêler de la chambre à coucher des Français. Donc pour vous dire, voilà, prévention en direction des homosexuels en 2001, c'est pas si longtemps que ça, le Premier ministre jugeait que l'État n'avait pas à se mêler de sexualité. Donc on a été pareil, repeindre. C'était le service d'information du gouvernement, on a été arrêté aussi, etc. Voilà, ça c'est. En fait, je pense, on a dû faire des actions contre des laboratoires pharmaceutiques. J'ai jamais été dans un laboratoire pharmaceutique en tant que tel. Je crois qu'on a dérangé des stands lors de conventions, des choses comme ça. Donc voilà, ce genre de choses. Oui, je voulais vous demander du coup, qu'est-ce qui arrive comme ça quand vous vous faites embarquer par les flics, comment ça se passe? Vous m'avez partiellement répondu, vous restez 4 heures en prison, mais jusqu'où ça peut aller? Et est-ce que les pharmaceutiques parfois engagent des poursuites contre les militants? En vrai, ce qui se passe, c'est que vous êtes... bon, déjà, nous, quand on se fait embarquer, on se laisse faire. On ne va pas se battre contre la police. On se laisse faire. On leur signale éventuellement s'il y a des personnes malades pour leur dire attendez un peu de ménagement. Ça ne marche pas beaucoup. Ils nous balancent tous. En fait, ils attendent. Ce délai, notamment, leur permet de voir si les gens contre qui on a fait l'action portent plainte ou si le procureur de la République porte plainte contre nous. Il se trouve que le faux sang que vous voyez, notamment, il est fait pour être lavable à l'eau. Donc en fait, souvent ils essaient de porter plainte pour dégradation. En fait, il n'y a pas vraiment de dégradation, on passe un jet d'eau, ça part. Donc voilà. Donc jusqu'ici, pendant très longtemps, en fait, ça n'a pas été, du coup, les plaintes n'étaient pas prises en compte. Ça a commencé à changer, en fait. Depuis, maintenant, on a un contexte un peu sécuritaire, etc. Donc le moindre truc devient plus compliqué. Les actions comme un ACT UP deviennent vraiment plus compliquées parce qu'en fait,
On était surveillés par les renseignements généraux, c'est-à-dire qu'il y avait souvent des personnes des renseignements généraux de la police qui venaient dans les RH, assez facilement repérables en général. Lors des actions, ils nous suivaient, enfin voilà, ils écoutaient certaines personnes ou ils avaient accès à nos messageries, donc il arrivait que parfois on sortait du métro pour faire une action et qu'on était encerclé par, voilà, une belle surprise, on était encerclé par les CRS. Puis parfois ils n'avaient pas le temps, donc c'est nous qui arrivions d'abord. Donc voilà, ils nous embarquent, ils nous questionnent un peu sur qui est un peu le meneur, qui a fait ceci, qui a fait cela, et puis ensuite pour voir s'il y a des poursuites ou pas. Dans la grande majorité des cas, il n'y avait pas de poursuite, mais ces derniers temps, il commence à y en avoir un petit peu. Ça va jusqu'au procès, parfois Act Up gagne, parfois Act Up perd. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une sorte de polémique autour d'une campagne de prévention pour la protection contre le sida. Je crois qu'on voyait des couples homosexuels dans la rue. Et donc, je voulais savoir si Act Up avait réagi par rapport au mouvement de contestation des homophobes. Ouais, Act Up a réagi par rapport à ça. Déjà, ils ont réagi parce que la campagne a failli même ne pas voir le jour. Les visuels ont commencé à circuler et tout de suite, on a su qu'il y a certains maires qui ne voudraient pas les diffuser. Donc, le ministère de la Santé a commencé à se dire peut-être qu'on la fera l'année prochaine. Donc, Act Up et d'autres associations, il n'y a pas qu'Act Up, se sont mobilisés pour dire non, il faut ça maintenant. Et ensuite, il y a eu effectivement des actions, je crois, parce que c'est le maire de. Est-ce que c'est Agnières ou Aubervilliers? Je ne sais plus. Non, Aubervilliers, je pense que c'est à gauche. Ça doit être Agnières. Je crois qu'il a censuré la campagne, donc je crois qu'il y a eu une action contre lui à ce moment-là. Donc oui, Act Up s'est mobilisé là-dessus, absolument. Mais voilà, c'est typique, c'est-à-dire que genre deux hommes qui sont juste vaguement enlacés en disant oui, il y a une sexualité, etc. C'est comme très gentillet, etc. Mais que tu nous dises un peu à quoi sert la Gay Pride. Enfin, on voit un peu la Gay Pride. C'est organisé par qui? Ça existait avant Act Up, je crois. Enfin, j'ai l'impression. Qu'est-ce que Act Up a voulu faire avec la Gay Pride? Est-ce que à ton avis, c'est quelque chose qui est... Voilà, enfin, comment ça peut être utilisé pour la cause, voilà, pour le travail que vous faites? Ok, grosse question. Comment dire? Alors, la Gay Pride est née en 1970. Avant, en fait, les premières associations homosexuelles se sont créées au début des années 50. Et en fait, ces associations, leur philosophie, c'était il faut qu'on ressemble aux hétérosexuels pour être acceptés. C'est-à-dire par exemple, ils faisaient des manifs. Il y avait des manifs aux États-Unis notamment où les hommes étaient en costume, les femmes étaient en jupe droite, genre secrétaire américaine, etc. Voilà, en disant il faut qu'on ressemble aux gens, voilà, pour qu'ils nous acceptent, en espérant qu'ils vont nous accepter. Ça a été voilà, 50, 60, les années 50 et 60. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les homosexuels se retrouvaient régulièrement dans des bars ou des clubs, etc. Et que la police venait souvent, alors je parle des États-Unis, mais ça existait aussi en France, la police venait souvent déranger les clients parce qu'il y avait une loi qui était que les personnes de même sexe n'avaient pas le droit de danser ensemble. En fait, ce qui se passait, c'est que quand ils disaient dans les bars, en fait, quand on savait que la police allait arriver, il y avait soit une lumière qui démarquait, soit un son, et en fait, les gens changeaient de partenaire et se mettaient avec pour les hommes et les femmes, et inversement. Et parfois, ils n'avaient pas le temps, donc les policiers arrivaient et embarquaient tout le monde, très brutalement en général. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 1969, dans un club à New York qui s'appelle le Stonewall, en fait, pour tout un tas de raisons, liées aussi à l'organisation du lieu, les gays ont commencé à répliquer. En fait, ils se sont dit, on ne va pas se laisser embarquer cette fois-ci, on va se battre. Et donc ils se sont battus et il y a eu 3 nuits d'émeutes. En fait, et ça a changé un peu la perception qu'avaient les homosexuels en disant, c'est pas à nous de ressembler aux hétérosexuels pour qu'on se fasse accepter, c'est à eux plutôt de nous accepter tels qu'on est. Ça a été vraiment, Stonewall marque un peu ce tournant-là, et les émeutes. Et en fait, les émeutes ont été commémorées l'année d'après, en 1970, et en fait, ça a été la première, à New York et San Francisco, et ça a été la première Gay Pride en disant, voilà, on est fiers d'être tels qu'on est, et c'est comme ça qu'il faut nous accepter, c'est pas à nous de changer, c'est aux autres de faire l'effort. Et en fait, voilà, la Gay Pride
qui maintenant s'appelle Marche, en France Marche de fierté LGBT pour comprendre aussi les femmes, les bi, les personnes trans, etc. Parce que gay c'est trop. Gay aux États-Unis ça peut comprendre les hommes et les femmes, en France ça marche moins. Ce mouvement-là vient juste rappeler chaque année, c'est la raison d'être, hein. Après ça peut être différentes choses, mais vient juste rappeler chaque année que commémorer qu'on s'est levé face, voilà, on avait un oppresseur, des gens qui venaient nous taper dessus sans raison, et on s'est levé face à ces gens-là et on marche fièrement la tête haute. C'est juste ça que ça commémore. Après, c'est aussi devenu, comme les carnavals, c'est aussi un moment pour certains de fête, c'est un moment pour revendiquer, demander l'égalité des droits, c'est plein de choses en fait. C'est juste une fois par an, un défilé où les associations gays, lesbiennes, etc. défilent dans la rue pour juste être... juste pour le plaisir de défiler et pour revendiquer certaines choses, etc. Voilà. Alors, je sais que pour certains c'est beaucoup encore trop, parce que les gens diront pourquoi faire ça, pourquoi pas faire une fierté hétéro, mais parce que la fierté hétéro, parce que personne n'est discriminé pour être hétéro, ça n'a pas de sens. Et puis la fierté hétéro, c'est-à-dire il y a des carnavals, il y a déjà plein de choses. La fierté hétéro, c'est tous les jours de l'année. Donc voilà, donc nous on a ce défilé, puis après tous les gens qui veulent défiler, tout le monde peut défiler s'ils veulent. Nous on a juste envie de défiler, et on demande à ce qu'on nous laisse défiler tranquille, il n'y a pas de violence, il n'y a rien, tout se passe bien. Voilà. Donc la raison d'être de la Gay Pride, c'est ça. Alors, du coup, je complète un tout petit peu ma question. Dans le film, on a un groupe qui fait des pom-pom girls. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est un peu l'idée de dire, voilà, d'aller un petit peu au bout de la provoque, de dire on est différent, et parce qu'il y a quelque chose de... Il y a une posture qui est un peu provoque, y compris où tout le monde ne se reconnaissait pas. Ouais, bah, à ACT UP, en fait, on voyait la Gay Pride. Et là, c'est une association de lutte contre le sida au quotidien, c'est quand même pas très joyeux. Enfin, voilà, on voit les gens mourir, on traite de par de médicaments. La Gay Pride, c'était un moment qu'on voulait un petit peu joyeux dans l'année. Effectivement, il y a eu quelques années, parfois des pom-pom girls, voilà, pour s'amuser un peu. Certains trouvent que c'est de la provoque, d'autres ça les amuse. Enfin, vous avez par exemple, on dit que c'est de la provoque, mais par exemple vous avez un carnaval à Fort-de-France toutes les années où les hommes se déguisent beaucoup, se travestissent. Voilà. Ça dépend du point de vue qu'on a. Enfin, ça peut être de la provoque ou ça peut être juste un moment pour s'amuser. Donc voilà, mais effectivement, beaucoup de gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de gens n'aimaient pas ACT UP et trouvaient que ACT UP était trop voyant, mais ça c'est quelque chose d'assez commun. Peut-être que les homosexuels se reprochent un peu parfois les uns les autres, ils reprochent à certains d'être trop visibles, et parce qu'ils reprochent aux gens d'être trop identifiés comme homosexuels. Parce qu'ils ont peur, le mécanisme c'est qu'en fait eux-mêmes ont peur d'être identifiés comme homosexuels. Chez nous on appelle ça l'homophobie intériorisée. C'est-à-dire que la discrimination est tellement forte que vous faites vous-même le boulot de la personne qui vous discrimine. Donc voilà, ça a pu choquer certains. Bon, après si tout ce qu'il faut pour choquer c'est des mecs qui dansent en jupe, voilà, on n'est pas un seuil de tolérance très élevé. Mais voilà, c'était vraiment vécu comme un moment où on s'amuse un petit peu pour une fois dans une vie, surtout pom-pom, les premières au Lyon 92. C'est un moment où les gens mouraient tout autour, que les gens qui faisaient pom-pom allaient peut-être mourir, et Klaus Welle, le personnage qui est représenté dans 120 Allemands par minuit, est mort à 30 ans. Donc voilà, il s'est amusé pendant un petit moment. Ouais. Non, c'était peut-être juste une remarque pour compléter ce que vous dites. Il y a aussi le fait que la communauté LGBT mène beaucoup les recherches sur la déconstruction du genre et des stéréotypes de genre et de ce que c'est que d'être un homme et de ce que c'est que d'être une femme, et ils soutiennent les personnes qu'on appelle non-binaires, qui ne s'identifient pas particulièrement à l'homme ou à la femme, et les personnes transgenres. Donc il y a aussi cette façon d'assumer là et de montrer que on peut très bien être un vrai mec et porter une jupe et être une pom-pom girl, et c'est pas grave. Et c'est totalement normal. Et je trouve qu'avoir ce courage-là, même en tant que personne qui n'est pas transgenre, de danser en pom-pom girl et de se le permettre, ça habitue les gens à voir ça, et je trouve ça important. Si on participait à ACT UP, il fallait se considérer comme malade. Du coup, même si on n'était pas, du coup, est-ce que c'est vrai, et est-ce que c'est encore aujourd'hui, ceux qui militent, ils se considèrent, ils disent qu'ils sont malades, même s'ils sont pas. Alors ça, c'est vrai que c'est la manière dont ACT UP s'est présenté. ACT UP a été créé comme une association de gays séropositifs. C'est-à-dire que
Tu as entendu du coup? Oui, voilà. Voilà, ACT UP a été créé comme une association de gays séropositifs et défendait ces intérêts-là. Donc si vous veniez à ACT UP et que vous-même vous ne l'étiez pas, moi par exemple je suis toujours séronégatif, vous deviez accepter quand vous preniez la parole de défendre les intérêts des gays séropositifs. Après, ça ne veut pas dire prétendre que vous êtes malade alors que vous ne l'êtes pas, ce serait un peu ridicule, mais c'est dire, voilà, c'est ce point de vue-là que vous allez défendre. Quand vous venez à ACT UP, c'est ça quand vous prenez la parole, c'est ça que vous devez défendre avant tout, et pas votre propre statut à vous, forcément, si vous êtes séronégatif. En gros, ça veut dire que les gens allaient forcément stigmatiser les militants en disant qu'ils sont tous malades et qu'il fallait accepter que les gens allaient dire qu'on était potentiellement malade. Ouais. Et justement, dire, peut-être qu'on est potentiellement malade, et on veut des droits, et on veut que les gens soient mieux traités. Ouais, c'est ça. Parce que c'était... Comme des gens, voilà, les policiers au début, quand ils n'étaient pas très à l'aise, quand ils avaient des gens d'ACT UP qui étaient couchés devant eux, etc., qu'il fallait les enlever, je sais pas si ils avaient leurs gros gants et ils n'étaient pas hyper à l'aise. Alors certains militants s'amusaient à en rajouter un petit peu. Mais voilà, c'était pour dire, voilà, parce que de la même manière qu'on dit on pouvait être fier d'être gay, on disait qu'il n'y avait pas de mal à être séropositif, donc c'est les intérêts qu'on défend et qu'on... Voilà. Mais en fait, c'est une question de fait. Est-ce que c'était vraiment les gays la majorité ou est-ce qu'il y avait beaucoup de lesbiennes qui étaient touchées mais qui étaient beaucoup plus invisibilisées? En fait, je sais pas trop, les modes de transmission sont les mêmes, du coup, c'était beaucoup plus risqué en étant gay qu'en étant lesbienne ou... Alors, de toute façon, pour le coup, c'est assez clair, les relations sexuelles gays sont incomparablement plus à risque que les relations lesbiennes. Les lesbiennes qui étaient touchées, souvent, c'était soit parce qu'elles avaient une relation sexuelle avec un homme, soit parce qu'elles étaient infirmières. Il y a eu ces cas-là aussi, l'infirmière qui expliquait une piqûre, quelque chose, voilà, petit accident. Donc il y a eu des petites choses comme ça. Après, des relations lesbiennes, même qui transmettent le VIH, il y en a eu très peu. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de... Après, certaines, justement, lesbiennes ACT UP disaient qu'il faudrait l'étudier plus avant, voilà, pas mettre ça sous le tapis. Mais dans les faits, on ne fait pas vraiment quelque chose qu'on a beaucoup observé. Par contre, du coup, il y avait quand même pas mal de lesbiennes à ACT UP qui ont joué des rôles très importants. Vous avez le personnage d'Adèle Haenel dans le film. C'est typique, en fait. Elle représenterait plusieurs filles, mais c'était souvent les filles lesbiennes ou hétéros qui étaient responsables de l'action publique. Les mecs étaient un peu plus peureux à ACT UP. Et donc voilà, les lesbiennes, qui elles, pour le coup, celles qui allaient bien, sont venues prêter main forte aux gays. Donc c'était vraiment là où c'est vraiment sous François Hollande, qui a été présidente d'ACT UP, qui était militante à l'époque décrite par le film. Elle arrivait très très jeune, avec une coupe iroquois. Et voilà, elle était très forte sur l'action, elle était présidente. C'était la première présidente justement hétérosexuelle et séronégative d'ACT UP en 1999, je crois. Et voilà, donc il y avait tout le monde. Après, c'était une association gay à la base, mais forcément tous ceux qui venaient. Moi, j'ai fait des actions aussi avec un garçon hétéro. Qui du coup était très content parce que les quelques filles hétéros qui avaient dans l'association, voilà, c'était le seul qui avait pour elle. Donc voilà. Chacun y trouve son compte. Hein. Elle l'a fait exprès. Il était très content. J'ai une question. Sur le film, je voulais savoir si tu le sais, si les comédiens et les comédiennes étaient essentiellement homosexuels et voilà, et du coup, qu'est-ce que ça a créé dans le groupe? Est-ce que ça faisait écho? Parce que c'est un peu la génération de leurs grands frères et de leurs grandes sœurs quand même. Ouais. Alors, si je peux dire ça, les comédiens ont été choisis en tout cas parce que ce genre de sujet les intéressait. Ils étaient un peu, sans être militants, mais que voilà, c'était un sujet qui, c'était pas juste un rôle de composition. Je sais que beaucoup sont gays, effectivement. Le principal, par exemple, je ne suis pas sûr, mais je crois. Et je connais, après, j'ai discuté celui qui incarne Thibault, justement le président, qui est un peu pénible. Lui, je le connais un petit peu, on a beaucoup discuté. Ils se sont très humbles par rapport à tout ça. Il a beaucoup discuté avec Didier Lestrade, qui représente. Donc ils étaient très impliqués, effectivement, dans le film. Et c'est pour ça qu'ils ont été choisis. Ils ont été choisis comme ça. Après, beaucoup de figurants sont des militants. Il y a notamment à un moment donné, je crois qu'on voit un militant sourd prendre la parole. Lui, je crois que c'est l'un des rares militants qui était vraiment au RHAC. Pendant longtemps, en fait, il y a eu une personne qui signait les interventions pour lui, notamment.
Et moi, la projection que j'ai vue d'ailleurs en avant-première de Sans Rebattement, lui était là, et il y avait une personne qui signait certaines choses. Le film a changé pour Act Up aujourd'hui, au-delà de la visibilité, est-ce qu'il y a vraiment eu des changements par rapport à eux? Alors, c'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, ça a eu un effet immédiat, effectivement, qu'ils étaient plus que 15 ou 20 à leur réunion, ils sont passés à 60. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà, ça a relayé un peu un intérêt. Je me discutais avec le président d'ailleurs. Il disait qu'effectivement, il y a plein de gens qui n'osaient pas pousser la porte d'Act Up et que ce film les a motivés. Certains qui ne connaissaient pas, qui ont voulu venir voir à quoi ressemblait. Donc, ouais, ça a eu un effet positif sur Act Up. D'ailleurs, beaucoup d'anciens militants d'Act Up de l'époque qui écrit dans le film considèrent que Act Up, n'étant plus le grand Act Up des années, des années noires, devrait s'arrêter. Mais bon, on a quand même une poignée qui continue et le film les a un peu reboostés. Toi, d'avoir milité, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie et quoi? Désolée. C'est pour clôturer, hein. Mais t'as le droit de me dire non. Non, je sais pas si ça a changé quelque chose dans ma vie, mais en tout cas, c'était pour moi obligatoire de le faire. Enfin, c'est ce que je voulais faire. Ce que ça a changé, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est que le fait de vous retrouver devant 300 ou 400 personnes, à devoir parler avec des gens qui scrutent un peu tout ce que vous dites et qui sont pas toujours très patients, fait que j'ai un peu moins de mal à parler en public désormais. Qu'est-ce que ça a changé? Non, Act Up, j'ai vraiment... En fait, ce qui était intéressant à Act Up, c'est qu'il y a beaucoup de personnalités brillantes et qu'en fait, avec le système, tu en parlais tout à l'heure, de réunion hebdomadaire, ce que je trouvais génial, c'est qu'il arrivait à se créer une espèce d'intelligence collective. En fait, c'était plus que... ce qu'Act Up donnait, c'était plus que la somme des gens qui étaient là, qui étaient brillants sur tel ou tel point. Didier, il avait certains trucs. Il y avait d'autres militants qui étaient brillants sur d'autres choses. Et en fait, avec ce système de réunion hebdomadaire, on arrivait à avoir des décisions, à créer des choses qui étaient hyper intelligentes. Voilà, et je pense que c'est pour ça que cette asso a eu tant d'importance. C'est parce qu'à un moment donné, ça a été un regroupement de gens brillants qui ont pu faire avancer les choses. Après, ce que ça a changé sur moi, c'est une super école. Enfin, j'y suis arrivé entre 20 et 25 ans. Du coup, effectivement, j'ai presque tout appris là-bas. Parce que quand vous êtes militant dans ce genre d'association, vous ne pouvez pas vraiment être militant à moitié, puisque de toute façon, on va vous solliciter pour aller faire un mailing, c'est-à-dire envoyer des courriers, on va vous solliciter pour faire une action, on va vous solliciter pour faire ceci, pour faire cela. Donc très vite, vous vous retrouvez à faire 4 ou 5 réunions par semaine, à manger 2 barres chocolatées au dîner. Donc vous êtes en réunion jusqu'à minuit et demi. Donc voilà, donc ça j'ai énormément appris. Ça fait aussi que c'est difficile à tenir sur le long terme, parce que c'est quelque chose qui est très très exigeant. Après, pour certains militants, c'est un peu une question de vie ou de mort, ils ont besoin d'être là-bas. Mais surtout, ce que je crois beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'Act Up a changé beaucoup de vies. En fait, ne serait-ce que le rapport patient-médecin qui a été changé, ça c'est déjà important, mais concrètement, nombre de fois on parlait, quelqu'un me demandait des actions qu'on faisait, par exemple quand il y avait des personnes migrantes qui étaient en centre de rétention, qui étaient expulsables, séropositifs dans des malades où les traitements n'étaient pas disponibles, on faisait des actions contre le ministère de l'Intérieur et on arrivait assez souvent à faire en sorte que ces personnes puissent rester sur le territoire français. Donc voilà, c'est des gens qui seraient sans doute, des personnes qui seraient sans doute mortes si elles étaient rentrées chez elles à l'époque. Et qu'on a pu sauver. La prévention, ça a sauvé aussi des milliers de gens. Donc c'est beaucoup de fierté d'avoir appartenu à ce mouvement-là. C'est pour ça que ce film, il y a un petit côté nostalgie aussi, auquel on peut s'adonner, mais qui rend vraiment fier d'avoir fait ça. Donc en tout cas, ce que ça a changé, c'est que j'ai énormément appris de choses. Ça m'a vraiment aussi montré à quel point la volonté de quelques personnes pouvait tout changer, mais ça c'est vrai pour n'importe quel sujet, parce que moi mon sujet c'était l'homophobie, le VIH, mais pour n'importe quel sujet qui vous intéresse, la lutte contre les violences policières, la lutte contre, je sais pas, contre le racisme, etc. Si vous vous impliquez vous seul, avec deux ou trois autres amis, 2 ou 3 autres personnes, vous pouvez faire bouger les choses. En fait, et il y a besoin de ça, parce que de toute façon, les politiques, ils ont 25 000 sujets à traiter, il y a une administration qui est très très lourde. Si vous n'allez pas les voir et que vous leur disiez je veux ça, je veux maintenant, et je ne ressortirai pas du bureau tant que ce ne sera pas réglé, les choses ne bougeront pas.
Donc ACT UP m'a vraiment appris ça, et si en tout cas vous devez retenir quelque chose de ça, c'est que voilà, s'il y a un sujet qui vous intéresse, bougez-vous, et vous serez surpris à quel point vous pourrez faire vous-même bouger les choses. Merci. Merci.